Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Aujourd'hui, pour changer un petit peu, une vidéo sur la dernière liste des tabous. Alors, le 28 juin dernier est sorti un article sur le site FFG anglophone. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, je l'ai raté parce que je ne pense pas regarder la version anglophone et il n'y a plus de version francophone de ce site. Et donc un article, voilà, sur diverses choses, le Desiderata, les changements sur la liste des tabous, voilà, des additions sur la liste des tabous, et il y a un fichier PDF complet. Alors moi, je vais parler plus spécifiquement des tabous. Si vous êtes anglophone, comme souvent je vous conseille la vidéo faite par Man From Lang sur la chaîne The Whisperer in Darkness, donc une vidéo qui est sortie vendredi dernier. Bon, une vidéo qui fait un peu plus de 20 minutes. Et moi, je vais me focaliser uniquement sur la liste des tabous. Voilà, donc le PDF dont je parlais. 18 pages en tout. Et là, on a en rouge les changements. À noter qu'il y a aussi une discussion sur le forum, voilà, le sujet concerne la version 1.7, mais mardi dernier, voilà, quelqu'un a mis le lien vers la version 1.9 et il y a quelques discussions qui suivent. Bref, allez, commençons, entrons dans le vif du sujet. Première carte élusive, donc en français c'est insaisissable. Voilà la nouvelle carte, enfin la nouvelle version tabou de la carte, on va dire ça comme ça. Regardons sur ArkhamDB, insaisissable. Alors le texte originel de la carte, voilà. À la base, c'est un événement de la boîte de base, un événement truand, coûtant 2 ressources, très tactique, rapide à jouer uniquement lors de votre tour, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous, et déplacez-vous vers un lieu révélé sans ennemi. Une carte qui s'avérait très efficace, pour déjà se désengager de tous les ennemis, limiter les risques d'être vaincu par les ennemis, et ensuite se redéployer. Dans la version, jusqu'à présent sur la liste des tabous, le changement c'était que la carte coûtait 2 expériences, donc on ne pouvait pas commencer la campagne avec cette carte. Et maintenant, nouvelle version des tabous, voilà, ce qui est marqué là, latest tabou. On est repassé à une carte qui coûte 0 XP, donc vous pouvez commencer une campagne avec cette carte-là dans votre deck, mais maintenant, ce n'est pas déplacez-vous vers un lieu révélé sans ennemi, donc n'importe lequel, mais c'est déplacez-vous vers un lieu connecté sans ennemi. Donc si tous les lieux connexes au vôtre contiennent au moins un ennemi, vous ne pouvez plus utiliser insaisissable dans cette nouvelle version des tabous. Voilà. Qu'est-ce que ça change ? Alors bon, je vais pas entrer dans les détails de tous les scénarios dans lesquels c'est bon, mais par exemple, dans la civilisation oubliée, le deuxième scénario, le fléau des Esli, encore une fois, sans entrer dans les détails, à un moment donné, on vous dit, il faut retourner à l'entrée. Et avec insaisissable sans tabou, à partir du moment où on vous dit retourne à l'entrée pour abandonner, vous jouez insaisissable, et vous allez dans le lieu sans ennemi le plus proche de la sortie, et ensuite, vous entrez dans le lieu dans lequel est la sortie. Si vous faites engager par les ennemis, vous en moquez, vous faites l'action d'abandon, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Maintenant, avec les versions tabou, si la sortie a 5 lieux et à 5 connexions de distance, insaisissable vous permet seulement de vous rapprocher de 1. Alors c'est une carte rapide, donc vous faites un déplacement sans dépenser d'action, vous vous désengagez de vos ennemis, ce n'est pas inutile, mais ça réduit l'effet, ça réduit beaucoup l'effet de redéploiement. Voilà. Deuxième carte, le Springfield M1903. Une carte que j'ai rarement vue jouer, rarement vue commenter. Donc, ArkhamDB. C'est une carte du pack aux frontières du visible dans le cycle de Dunwich. Un soutien gardien de niveau 4 qui coûte 4 ressources qui occupent les 2 mains, traits, objets, armes, armes à feu, utilisation 3 munitions, action dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus 3 en force, infligez plus de dégâts pour cette attaque,
ne peut pas être utilisée pour attaquer des ennemis engagés avec vous. Donc une arme un petit peu bizarre, elle occupe les 2 mains, donc il faudra une bandoulière pour avoir une autre arme, et vous ne pouvez pas l'utiliser pour attaquer des ennemis engagés avec vous. Donc c'est utilisé pour attaquer des ennemis engagés avec des autres, vu que les ennemis soit attaquer des ennemis engagés avec quelqu'un d'autre, soit attaquer des ennemis engagés avec personne mais non distants, parce qu'un ennemi distant non engagé, on peut pas l'attaquer. La version précédente des tabous, je crois, j'en suis pas complètement sûr, mais il me semble qu'il y avait eu une réduction du coût en expérience. Je crois que c'était passé à 3 XP. Je vais vérifier ça rapidement. Je vais essayer de créer un deck. Allez, on va regarder dans un deck Nathaniel Cho. Voilà, donc la liste précédente, voilà, c'est ça. Liste précédente des tabous, la carte coûtait 3 XP au lieu de coûter 4. Liste des tabous actuels, voilà. L'action gagne, cette attaque peut cibler un ennemi non élite distant d'une connexion de distance, de sa distance normale, en ignorant les mots-clés distant et riposte. Donc la carte, toujours 4 XP, toujours les 2 mains, ça ne peut toujours pas être utilisé pour attaquer un ennemi engagé avec vous, mais ça peut être utilisé pour attaquer un ennemi non élite dans un lieu connexe. Ou plus loin, noter jusqu'à 1 de distance en plus de sa distance de tir normale, donc c'est cumulatif. Alors, carte suivante, le viseur télescopique du pack Union et Désillusion du cycle Le Cercle Brisé. Un événement gardien de niveau 3 qui coûte 3, trait, objet et amélioration. Rapide, attachez cette carte à un soutien arme à feu que vous contrôlez qui occupe 2 emplacements de main. Le soutien attaché ne peut pas être utilisé pour attaquer des ennemis engagés avec vous, ce qui rappelle un peu le Springfield. Réaction, quand vous effectuez une action combattre en utilisant le soutien attaché, si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, inclinez le viseur télescopique. Cette attaque peut cibler un ennemi non élite dans un lieu connexe. Ignorez les mots-clés distant et riposte pour cette attaque, ce qui rappelle la version tabou du Springfield. Et ce que change plutôt la nouvelle version des tabous, c'est on n'a plus le texte. Le soutien attaché ne peut pas être utilisé pour attaquer des ennemis engagés avec vous. Donc maintenant, si vous jouez les tabous, cet événement-là, vous l'attachez à une arme, par exemple la Thompson 45, elle peut toujours être utilisée pour attaquer les ennemis engagés avec vous, comme avant d'y attacher le viseur, et en plus maintenant elle peut être utilisée pour attaquer dans un lieu connexe, à condition que ce soit un ennemi non élite. Ce qui rappelle l'habileté au tir. Alors l'habileté au tir, c'est dans le pack les fils du destin, du cycle La civilisation oubliée. Un événement gardien de niveau 1 qui coûte 2, très tactique, rapide à jouer quand vous activez la capacité combattre d'un soutien arme à feu ou à distance. Cette attaque peut cibler un ennemi dans un lieu connexe. Ignorez les mots-clés distant et riposte pour cette attaque. Si cette attaque réussit contre un ennemi qui n'est pas engagé avec vous, elle inflige plus 1 dégât. Donc si on cumule les 2 changements de tabou, et éventuellement cette carte, et alors déjà, voilà, donc le fait de tir à distance, ça fait penser à tir de sommation, un événement qui permet pour le coût de 2 ressources, d'une action et d'une munition d'une arme à feu, de déplacer tous les ennemis non élites de son lieu vers un lieu connexe, sans se prendre d'attaque d'opportunité. Les armes à 2 mains, arme à feu à 2 mains, il y a tout ça. On peut notamment citer le fusil à éclair, niveau 5, 3 munitions, et on combat avec force plus 5 et plus de dégâts. Et donc cet ensemble de cartes permet de faire un deck gardien de style combat à distance. Vraiment à distance, pas simplement combat avec une arme qui a le trait arme à distance ou le trait arme à feu, mais du combat d'un lieu A vers un lieu B à 1 de distance ou plus. Et il y a assez longtemps maintenant, donc en mars 2019 déjà, j'avais fait sur le forum un sujet sur la possibilité de jouer un deck gardien. Donc là, à l'époque, c'était spécialisé dans le combat non engagé. Bon, il y a une petite discussion, si j'oublie pas, je mettrai le lien. Mais, voilà, c'est une idée à reprendre. Parce que le Springfield, il va vous permettre de cibler
un ennemi non élite à 1 distance de plus, j'insiste sur le de plus. Alors que je retrouve ça. Le viseur télescopique ne vous empêche plus d'attaquer un ennemi engagé avec vous avec votre arme à deux mains, tout en vous permettant encore d'attaquer à distance. Et l'habileté au tir vous permet d'attaquer à distance. Et donc voilà. Pourquoi j'insiste sur le plus loin, un lieu plus loin avec le Springfield? Le viseur télescopique, c'est dans un lieu connexe, ciblé dans un lieu connexe. L'habileté au tir, c'est, que je retrouve ça, dans un lieu connexe. Le Springfield, c'est un lieu de distance en plus. Donc si vous jouez les tabous, bien évidemment, vous jouez le Springfield, vous lui attachez un viseur télescopique. Le fait de perdre, le fait que sur la carte il n'y ait plus, vous ne pouvez pas utiliser votre arme pour attaquer l'ennemi engagé avec vous, là vous en foutez parce que l'interdiction est sur le Springfield, mais la combinaison des deux fait que le Springfield maintenant il peut tirer jusqu'à 2 lieux de distance. Donc imaginez-vous, bien évidemment j'ai pas de schéma à vous montrer, mais imaginez-vous un scénario dans lequel vous auriez 9 lieux qui forment une croix. Donc un lieu central, ce lieu central est connexe à 4 lieux, chacun de ces 4 lieux est connexe au lieu central et un autre lieu. Et ben vous vous mettez au milieu, vous avez votre Springfield avec le viseur télescopique attaché dessus, vous pouvez attaquer tous les ennemis non élites dans n'importe quel lieu, à condition qu'ils ne soient pas engagés avec vous. Sinon, le viseur télescopique, vous pouvez l'attacher à une autre arme, par exemple le fusil à éclair, et le fusil à éclair, vous pouvez toujours l'utiliser pour combattre les ennemis engagés avec vous, grâce au texte qui disparaît en version tabou, mais grâce au viseur, le fusil à éclair qui est bien puissant, pourra être utilisé pour attaquer les ennemis non élites dans un lieu connexe. Voilà. Donc ça c'est assez amusant, c'est un style de deck à tenter éventuellement, plutôt pour du 3 ou 4 investigateurs, mais bon, c'est une idée à avoir dans un coin de la tête, on ne sait jamais, il y aura peut-être d'autres cartes qui donneront encore plus envie de tester. Allez, carte suivante, E-Catastrophe. Alors, pour autant que je me souvienne, elle n'était pas sur la liste des tabous, jusqu'à présent. Alors, E-Catastrophe, c'est sorti dans le pack Devant le Trône Noir, du cycle Le Cercle Brisé. Au passage, le pack Dans le Trône Noir est génial, c'est le premier pack que j'ai acheté en double pour les cartes Miroir Sacré et Lexique Occulte. Donc E-Catastrophe, un événement survivant de niveau 3 qui coûte 2 icônes libres, trait Chance et Béni, rapide à jouer quand vous révélez un pion KO qui devrait réduire votre valeur de compétence à 0 lors d'un test de compétence, cela inclut le pion Tentacule. Annulez ce pion KO et traitez-le comme s'il s'agissait d'un pion Signe des Anciens à la place. Donc, c'était une carte vraiment géniale. Un ajout régulier dans beaucoup de decks survivants. Et maintenant, la carte, on la retire de la partie après utilisation. Et bon, comme c'était mentionné dans la vidéo de Man From Lang, il y a plusieurs cartes qui ont gagné, sur lesquelles on rajoute. C'est une perte en termes d'efficacité en jeu, mais c'est un gain dans le sens où il y a du texte rajouté sur la carte dans la version tabou. Des cartes qui fournissent une réussite sûre ou quasi sûre, maintenant c'est retiré de la partie dès que ça a été utilisé. Parce que jusqu'à présent, dans un deck survivant, on mettait 2 copies de dégourdi, on fait un test, on attribue dégourdi, si on réussit le test, on récupère dans la pile de défausse une carte survivant autre qu'un dégourdi, donc par exemple le Catastrophe. Vous faites un test, vous piochez l'échec automatique ou un gros malus, vous jouez au Catastrophe, le test est automatiquement réussi. Plus tard, vous faites un test, vous attribuez dégourdi. Si le test est réussi, vous récupérez au Catastrophe. Plus tard, vous rejouez au Catastrophe, puis vous utilisez votre deuxième copie de dégourdi, puis vous utilisez E-Catastrophe une 3e fois. Et ensuite, si vous avez pris 2 copies de Catastrophe, vous avez l'autre copie. Voilà. Alors, E-Catastrophe, c'était très bien, notamment pour Wendy. Alors,
Signe des Anciens de Wendy, c'est un +0, c'est pas génial, mais si elle a son amulette en jeu, le test est automatiquement réussi. Alors je sais qu'il y a des gens qui trouvent que l'amulette de Wendy est nulle, parce que ça oblige à faire très attention à l'ordre dans lequel on joue les événements, mais si on a un deck conçu pour tourner autour de l'amulette de Wendy, eh ben on va chercher à jouer l'amulette de Wendy dès que possible, et Catastrophe devient un réussissez automatiquement le test. Ashcan Pit, signe des Anciens +2, avoir un +2 normalement ça fait réussir le test, et en plus on redresse Duke, et Duke fournit de très bonnes actions, soit de combat, soit d'enquête, à Ashcan Pit. William Yorick, signe des Anciens +2, même remarque, +2 normalement ça fait réussir, en cas de réussite renvoyez une carte de votre pile de défausse dans votre main. Par exemple, l'autre copie de Catastrophe. Pas celle qu'on vient de jouer parce qu'elle n'est pas encore dans la défausse, mais une autre copie. Donc William Yorick, à la limite, même sans copie de dégourdi, il fait un test, il le rate, plus exactement sa valeur de compétence est ramenée à 0. Il joue aux Catastrophes, il a un +2, il prend une carte de sa défausse, il la renvoie dans sa main. Plus tard, même chose, sa valeur de compétence est réduite à 0. Il joue la deuxième copie de Catastrophe, il reprend la première copie dans sa main. Puis la copie qu'il a reprise dans sa main, il peut la rejouer pour reprendre l'autre copie, etc., etc. Et enfin, si l'As marche, il n'y a pas que ces 4-là, mais bon, je cite notamment ces 4-là en exemple, +0, encore une fois +0 c'est rien, mais vous avez le droit d'attribuer à ce test une compétence de votre pile de défausse. Après la fin de ce test, renvoyez cette compétence dans votre main au lieu de la défausser. Donc non seulement vous rajoutez une compétence à votre test, ce qui va vous permettre d'en tirer un avantage. Par exemple, vous attribuez un cran de niveau 2. Grâce à Catastrophe, si vous jouez Catastrophe, c'est parce que vous savez que ça vous fait réussir votre test. Donc, vous jouez Catastrophe, vous prenez un cran de niveau 2 dans votre défausse, vous l'attribuez au test, le test est réussi, cran de niveau 2 vous dit en cas de réussite, piochez une carte, en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, piochez 2 cartes. Cran rajoutant 3 icônes, il y a des chances que ça soit réussi avec une différence de 2, vous piochez vos 2 cartes et ensuite le cran, vous le remettez dans votre main et il pourra vous resservir. Donc un énorme gain. Voilà, alors carte suivante, Brelandas. Une carte qui venait du pack La face cachée de la lune du cycle Les Dévoreurs de rêves, une compétence truand de niveau 1, avec un icône libre, trait, chance et entraîné, mot-clé myriade, donc il y en a 3, on peut en mettre 3 copies dans son deck. Si vous attribuez 3 exemplaires de Brelandas à un test de compétence, ce test réussit automatiquement. Ne révélez pas de pion KO de la réserve du KO. Ensuite, piochez 3 cartes et gagnez 3 ressources, maximum d'une fois par test. Une carte très efficace dans certains decks, alors un peu technique à utiliser parce qu'il fallait attendre d'avoir les 3 copies, donc il fallait avoir de bons moyens de pioche, mais bon, dans certains decks, par exemple dans un deck Mandy, ça se tutore, dans un deck Winifred, en attribuant assez de compétences, on pioche, et on finit par avoir les 3 copies de Brelandas. Si on a un investigateur qui peut jouer les cartes chercheurs de niveau 0, on a accès à Practice makes perfect, la perfection vient de l'entraînement, pour tutorer le Brelandas, l'attribuer à un test, bien évidemment on espère le réussir, on a l'icône libre du Brelandas, et si on l'a réussi, on le garde dans sa main, et on attend d'avoir les 3 copies. Et dans la dernière version des tabous, après avoir attribué Brelandas, on retire chaque copie attribuée au test de la partie. Ce que je disais tout à l'heure, cette carte-là vous permet sous condition une réussite automatique, du coup maintenant c'est retiré de la partie. Et un truc important à voir, c'est que c'est retiré de la partie après avoir été attribué, quel que soit le contexte. C'est-à-dire si vous jouez, je vais afficher la carte, perfection. Voilà. Si vous jouez la carte la perfection vient de l'entraînement, voilà. Donc cherchez une compétence entraînée parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et attribuez-la à ce test si possible. Il n'y a pas marqué vous pouvez.
c'est si possible. Donc vous n'avez pas le choix. Vous jouez la perfection vient de l'entraînement, vous regardez les 9 cartes du dessus de votre deck, vous trouvez un exemplaire de Brelandas. Vous devez l'attribuer au test, à moins que quelque chose vous empêche de l'attribuer au test, mais la plupart du temps, non. Vu que c'est un icône libre, c'est attribuable à tous les tests, sauf si un autre élément du jeu vous l'interdit. Vous attribuez Brelandas au test, vous effectuez le test et voilà, retirez de la partie chaque copie attribuée. Vous aviez attribué une seule copie de Brelandas, ça suffisait pas pour vous garantir la réussite, mais la carte est retirée de la partie et vos 2 autres exemplaires de Brelandas, ils sont devenus complètement inutiles. Si vous n'en avez plus que 2, vous ne pouvez pas avoir la réussite automatique. Donc c'est un truc auquel il faut faire très attention en version tabou. Brelandas, soit vous attribuez les 3 d'un coup, soit vous avez 3 cartes qui reviennent uniquement à cette icône libre. Voilà, et donc ce que je disais, les cartes qui garantissent une réussite. Le tout pour le tout du pack Paradoxe Temporel, compétence truand de niveau 5 avec 2 icônes libres, un maximum attribué par test de compétence. Si ce test de compétence est réussi, piochez une carte pour chaque point de réussite jusqu'à un maximum de 5. Mélangez dans votre deck chaque faiblesse piochée par cet effet sans la résoudre. Ça c'était la carte telle qu'imprimée. Et sur la liste des tabous, alors je me souviens plus laquelle, ça fait un certain temps maintenant, ça doit dater de 2019, voilà, retirez le tout pour le tout de la partie après l'avoir résolu. Alors, avant que la carte soit modifiée par les tabous, je l'ai joué dans un deck Winifred Abamok, d'ailleurs également avec Brelandas, et c'était d'une force énorme. Winifred Abamok, elle attribue le tout pour le tout, alors elle fait mettons une enquête avec l'outil de crochetage, donc elle cumule sa valeur de 3 en intelligence, sa valeur de 5 en agilité, donc elle a 8. Si elle a Lola Santiago en jeu, elle est à 10. Elle attribue le tout pour le tout, elle est à 12. 3 copies de Brelandas, elle est à 15. Si vous jouez pas les tabous, vous pouvez jouer... qui tout double. Donc là, je crois qu'on est à 16 contre 2 fois la difficulté du test. On est quand même à 16. Si vous réussissiez à l'époque, ça vous permettait, si vous réussissiez de 5, ça vous permettait de piocher 5 cartes x 2, grâce à qui tout double. Si vous aviez attribué par exemple perception, la carte de perception x 2, donc 12 cartes, plus, après avoir résolu tout ça, le test est réussi automatiquement, donc vous appliquez les effets de toutes les autres cartes de compétences, ensuite 3 cartes de plus et 3 ressources. Et donc on pouvait faire des tests qui, en cas de bonne réussite, vous fournissaient et bonne réussite, comme on piochait pas de pion KO, la bonne réussite était réussie, vu qu'on faisait sa valeur modifiée contre la difficulté, on se retrouvait en une action à piocher 14 cartes. Éventuellement, si on jouait le deck comme ça, le tout pour le tout, on en mettait 2 exemplaires, en ayant pioché 14 cartes, on avait de bonnes chances d'avoir pioché l'autre exemplaire, on le refaisait, on pouvait mettre dans chaque test une copie de présence d'esprit pour gagner des actions, et on se retrouvait à faire une action, réussir quasiment avec certitude, piocher plein de cartes, faire une nouvelle action, attribuer les 3 copies de Brelandas, réussir avec certitude, piocher plein de cartes, dont la première copie du tout pour le tout, et on faisait plein d'actions, piocher énormément de cartes, et dans une partie que j'avais peut-être filmée à l'époque, je crois que j'avais dans mon deck, en jouant mon deck Winifred Abamok, je m'étais retrouvé un moment avec 25 cartes en main, tellement les combos de compétences truands étaient énormes à l'époque. Voilà, et donc, moi je regarde un petit peu en direction de la carte, alors je crois que c'est... justifie les moyens, ça. Donc dans le Maelstrom, le dernier pack qui est sorti, alors je sais plus quand exactement, je l'ai eu il y a pas trop longtemps, je sais plus s'il est sorti en juin, courant juin de mémoire. Donc une compétence truand de niveau 3,
Trait entraîné maudit, vous avez le droit d'attribuer justifier les moyens à n'importe quel type de test. En tant que coût supplémentaire pour attribuer justifie les moyens à un test, ajoutez à la réserve du chaos un nombre de pions maudits égal à la difficulté de ce test. Ce test réussit automatiquement. Alors même s'il y a un coût en pions maudits, un coût additionnel, le fait qu'il y ait une réussite automatique conditionnelle à l'ajout des pions maudits, me fait craindre que ça finisse sur la liste des tabous un jour ou l'autre. Voilà. Allez, la carte suivante... j'ai pas encore le nom en tête. Une brève accalmie. Ah oui, donc comme la carte est récente, sur le site de Fantasy Flight Game, on a l'image, pas sur ArkhamDB. Donc c'est dans le pack La Tanière de Dagon, qui est l'avant-dernier pack sorti. Un événement survivant de niveau 3, 2 icônes de volonté, trait esprit et béni. En tant que coût supplémentaire pour jouer une brève accalmie, cherchez un total de 5 pions bénis dans la réserve du chaos et ou sur les cartes en jeu et renvoyez-les dans la réserve de pions. Rapide à jouer quand l'étape piocher les cartes rencontres de la phase du mythe est censée débuter, ignorez cette étape de la phase du mythe. Donc une carte géniale, à condition d'avoir assez de pions bénis, on sautait la pioche de cartes rencontres de la phase du mythe. Pas de risque de piocher des ennemis, pas de risque de piocher des attaques de flèches qui pouvaient empoisonner un investigateur, pas de risque de piocher un antique fléau, non, on piochait pas. On passait une partie de la phase du mythe. C'est vraiment génial. Et maintenant, après l'avoir utilisé, on retire la carte de la partie. Et bien évidemment, comme c'est une carte survivant, avec dégourdi, on pouvait la reprendre en main. Et le coût de 5 pions bénis, on rappelle qu'en survivant, on a la carte Garder la foi, qui, pour 2 ressources en action rapide, mettait 4 pions bénis. On a, par exemple, Wendy Adams, qui, si j'ai déjà vu ça en partie, j'ai déjà fait ça en partie, on pouvait, pour 2 ressources, jouer Garder la foi, mettre 4 pions bénis dans le sac, puis jouer l'amulette. Grâce à l'amulette, jouer Garder la foi depuis la défausse, mettre Garder la foi sous son deck, puis jouer un effet permettant de piocher, pour piocher, par exemple, jouer successivement 3 copies de cibles faciles, pour piocher Garder la foi, rejouer Garder la foi, et passer son temps à remplir le sac du chaos. Et là, il suffisait d'une ressource, de 5 pions bénis, et on ne piochait aucune carte rencontre. Encore une fois, dans les scénarios dans lesquels il y a Antique Fléau, vous avez un scénario qui vous offre un certain nombre de rounds par les limites en fatalité, mais qui compense avec la présence des 3 copies d'Antique Fléau. Avant cette version des tabous, une table de 4 investigateurs, il suffisait d'avoir des effets permettant d'avoir plein de pions bénis dans le sac du chaos. Il suffisait d'avoir une mécanique de récursion d'une brève accalmie, par exemple dégourdi, par exemple catastrophe pour faire des signes des anciens à William Yorick, et vous pouviez à chaque phase du mythe, plusieurs phases du mythe dans la partie dire non, on pioche rien, donc on pioche pas d'antique fléau, donc on gagne du temps. Voilà. Et là, je vais pousser un petit coup de gueule contre FFG une fois de plus, avec la carte suivante, voilà. Enfin, partiellement avec la carte Une brève accalmie, mais surtout la suivante. Halo, en français c'est Sanctifié, qui vient du pack dans le Maelstrom, c'est-à-dire le pack que moi j'ai eu, que tout le monde en France je crois a eu il y a un mois, je dirais à la louche. Alors, Sanctifié, un événement gardien de niveau 3 qui coûte 3, trait, sort et béni. En tant que coût supplémentaire pour jouer Sanctifié, renvoyez vers la réserve de pions un total de 10 pions bénis depuis la réserve du chaos ou scellés sur des cartes en jeu. Retirez une fatalité de n'importe quelle carte en jeu. Et depuis la nouvelle liste des tabous, après avoir joué la carte, on la retire de la partie. Alors là, je disais que j'avais un petit coup de gueule à pousser parce que, encore une fois, le pack vient de sortir et la carte est déjà modifiée. On n'a pas attendu 3 mois, on n'a pas attendu 6 mois, non, moi à titre personnel, comme je joue à d'autres jeux, j'ai toujours pas
J'ai toujours pas joué ce scénario, j'ai même pas encore commencé cette campagne-là parce que j'attendais d'avoir tous les packs. Avant que j'ai eu l'occasion de jouer la carte telle qu'imprimée, FFG me dit, on a merdé, donc on la rajoute sur la liste des tabous. Se rendre compte aussi rapidement qu'on a merdé, pour moi, c'est la preuve que FFG n'a pas réfléchi assez en amont à la carte. Alors, dans la dernière vidéo de la Marvel Champions JCE TV, pareil, Shep gueulait contre une carte du pack Gamora pour laquelle on n'était pas encore sûr de comment ça jouer. Il disait mais c'est pas possible que FFG n'est pas prévu, n'est pas pensé, n'est pas prévu, ils savent pas tester leur jeu chez FFG. Là c'est pareil. Sanctifié. Alors moi honnêtement j'ai pas réfléchi, j'ai pas cherché de façon d'abuser de cette carte, de la jouer encore et encore. Donc je peux pas vous en indiquer, je connais pas, mais quand on voit l'effet de la carte, on se dit mais il y a forcément quelque chose. C'est un sort, on peut le tutorer. On peut utiliser, je crois, Prescience, la compétence Prescience, pour le récupérer dans la défausse. Par exemple dans un deck Permateo ou dans un deck Diana Stanley. En tout cas, il y a des solutions pour jouer cette carte à plusieurs reprises. Quand on voit l'effet retirer une fatalité de n'importe quelle carte en jeu, c'est très puissant, c'est pour le moins bizarre que FFG s'en soit pas rendu compte. Retirer une fatalité, bien évidemment, ça veut dire qu'on se donne un round de plus de façon générale, mais je vais ressortir... Où est-ce que c'est passé ? Le scénario de la campagne... la civilisation oubliée, si je me souviens où c'est... Voilà, c'est ça. Donc, dans tous les scénarios, les fatalités, c'est le compte à rebours du scénario. Retirer une fatalité, c'est se donner un round de plus. Mais il y a des scénarios où les fatalités ne sont pas que sur l'intrigue. Par exemple, le fléau des Esclis. Voilà. Un crâne, -1, -3 à la place, il y a de la fatalité sur votre lieu. -X, X c'est le nombre de lieux avec de la fatalité sur eux. Chose ancienne, révéler un autre pion KO, en cas d'échec, placez une fatalité sur votre lieu. Et sur l'intrigue, il y a marqué, quand vous avancez l'intrigue, vous ne retirez pas la fatalité des lieux. Le fait d'avoir de la fatalité sur les lieux dans ce scénario, ça fait que les tests sont plus durs dans ces lieux. Déjà, première chose. Ensuite, le fait que quand on passe l'intrigue, on laisse la fatalité sur les lieux, c'est-à-dire qu'une fatalité sur un lieu, c'est pas un round de moins, c'est un round de moins par intrigue. Et dans un scénario comme ça, sanctifié, ça vous simplifie vos tests dans le lieu, et ça vous achète, alors je sais plus combien il y a d'intrigues, je pense qu'il y en a 2, ça vous redonne pas un round, ça vous en redonne 2. Et encore une fois, c'était une carte qu'on pouvait potentiellement jouer plus d'une fois. Je reviens sur mon exemple de Prescience. Si vous arriviez à jouer Prescience au bon moment pour récupérer Sanctifié, une utilisation de Sanctifié, une récupération avec Prescience, une utilisation de Sanctifié, deuxième récupération, troisième utilisation de Sanctifié, et au total, un seul exemplaire de Sanctifié, donc seulement 3 XP de dépenser, ça vous achetait 6 rounds dans la partie. C'est un effet énorme et c'est pas normal que FFG ne soit pas capable de se rendre compte, c'est leur jeu, ils devraient quand même le connaître, c'est pas normal qu'ils se rendent pas compte que cette carte est extrêmement forte et que il faut en faire quelque chose. Alors la retirer de la partie ou pas, peut-être autoriser seulement une utilisation par round, et du coup si vous la récupérez plus tard, vous l'utilisez pour ces icônes, pourquoi pas, mais en tout cas ils auraient dû s'en rendre compte. Allez, carte suivante, le pendentif de l'arène. Donc ça vient de la boîte Les Dévoreurs de Rêves, c'est une carte liée au segment d'Onyx, mais là je vais parler uniquement de cette carte-là. Enfin quoique non, je vais parler du segment d'Onyx. Donc le segment d'Onyx tel qu'imprimé, un soutien chercheur de niveau 1 qui coûte 1, trait objet relique occulte. Tiens, c'est bizarre. Faut que je vérifie un truc. Voilà. Je disais donc un niveau 1 qui coûte 1, trait objet relique occulte.
Mot-clé myriade et rapide, action rapide, si vous avez 3 exemplaires de segments d'onyx en jeu, mettez-les de côté hors jeu, cherchez le pendentif de la reine parmi vos cartes liées et mettez-le en jeu. Et le pendentif de la reine, donc pas de niveau, pas de coût, trait, objet, relique, ça occupe un emplacement d'accessoire, lié à segment d'onyx, utilisation 3 charges. Si cette carte n'a pas de charge, mettez-la de côté hors jeu et mélangez dans votre deck les 3 exemplaires de segments d'onyx mis de côté. Action rapide, inclinez le pendentif de la reine et dépensez une charge, choisissez un lieu révélé et choisissez une des options suivantes. Déplacez-vous vers ce lieu, découvrez un indice dans ce lieu ou échappez automatiquement un ennemi dans ce lieu. Une carte très puissante. Alors, dans les bons decks, dans la version précédente des tabous, le segment d'onyx coûtait 3 expériences supplémentaires. Alors comme c'est une myriade, les 3 cartes, au lieu de coûter collectivement 1 XP, elles coûtaient collectivement 4 XP. Dernière liste des tabous, non, ça redescend à 1 XP. Par contre, sur la dernière liste des tabous, c'est le pendentif de la reine qui a été changé. Une fois que le pendentif n'a plus de charge, on ne le remet pas de côté pour remélanger dans le deck les 3 exemplaires de segments d'onyx, mais on retire de la partie le pendentif de la reine. Donc maintenant, le pendentif de la reine, une fois qu'on a dépensé ces 3 charges, c'est tout. On a le droit à 3 utilisations pour la partie. Pendentif de la reine, c'était bien évidemment génial avec Mandy Thompson, qui a une capacité de tutorat. Enfin, voilà. Sur un signe des anciens, elle tutore, et en plus, sa capacité à elle, c'est de tutorer plus de cartes d'un coup ou plus loin. Donc, on lui faisait souvent des decks permettant de beaucoup tutorer, et elle avait assez rapidement ces 3 segments d'onyx pour avoir le pendentif de la reine, pour l'utiliser à fond, pour remélanger les 3 segments dans son deck, les récupérer, rejouer, etc. etc. Et donc, utiliser le pendentif, je sais pas moi, 6 fois, 9 fois dans une partie. Harvey Walters aussi, avec sa grande capacité de pioche, il avait rapidement le pendentif en jeu. Amanda Sharp également pioche beaucoup. Ma souris merde comme d'habitude, voilà. Donc maintenant, on a... Alors, c'est de nouveau un XP pour pouvoir utiliser le pendentif de la reine, mais pour un XP, on n'a plus que 3 utilisations de toute la partie. Donc maintenant, le pendentif de la reine version tabou, peu importe le deck, il a l'efficacité du pendentif de la reine tel qu'imprimé dans un deck qui n'arrivait pas à le remettre en jeu une deuxième fois, en gros. Mais, on a dans le pack mouillé jusqu'au cou l'étudiant énigmatique, donc un allié niveau 0 qui coûte 4, trait allié miskatonique, utilisation 3 secrets, action rapide, incliner l'étudiant énigmatique, déplacer un secret ou une charge d'un soutien que vous contrôlez vers un autre soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Donc si vous contrôlez l'étudiant énigmatique et n'importe quel soutien avec des charges dessus, vous pouvez recharger le pendentif de la reine avant qu'il se retrouve sans charge. On a extatique, compétence mystique de niveau 0, un icône d'intelligence, très entraîné. Si ce test de compétence est réussi pendant une enquête, placez une charge ou un secret sur un soutien que vous contrôlez, pareil. Vous réussissez votre enquête, vous mettez une charge sur le pendentif de la reine avant qu'il soit retiré de la partie. À noter, le trait entraîné fait qu'avec la perfection vient de l'entraînement, une copie d'extatique peut fournir 2 charges, 2 copies d'extatique peuvent fournir un total de 4 charges sur le pendentif de la reine. C'est toujours jouable dans un deck Daisy Walker, vu qu'elle est biclassée mystique, et également chez les mystiques, la carte recharge, événement de niveau 2, gratuit, trait sort, choisissez un soutien sort ou relique, le pendentif est bien une relique, voilà. Donc choisissez un soutien sort ou relique contrôlé par un investigateur dans votre lieu et révélez un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si vous révélez un symbole crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou tentacule, défaussez le soutien choisi. Alors là en l'occurrence, comme vous défaussez le pendentif, il se retrouve sans charge donc il est retiré de la partie, je pense, j'en suis quasiment sûr mais
Il faudrait vérifier, je pense qu'une fois qu'il sort du jeu, il n'a plus de charge, donc son effet de retrait de la partie s'applique, mais si vous ne piochez pas un de ces pions, vous mettez 3 charges sur le pendentif de la reine. Et recharge de niveau 4, et ben si vous piochez un de ces pions, vous ne mettez qu'une seule charge, mais le pendentif reste en jeu. Si vous piochez un autre pion, vous y mettez 4 charges. À noter, c'est contrôlé par un investigateur dans votre jeu, pas forcément vous. Donc vous avez toujours la possibilité avec ces 3 cartes, l'étudiant énigmatique, extatique, recharge. Alors l'étudiant énigmatique faudra compléter avec un soutien qui a des charges, comme par exemple le machin alchimique. Je vais chercher tant que j'y pense. Alchimique. Transmutation alchimique, voilà. Transmutation alchimique, qui est une réserve de 3 charges. Donc avec l'étudiant énigmatique, par exemple, vous allez prendre des charges sur la transmutation alchimique pour alimenter le pendentif de la reine. Avec extatique, vous allez mettre des charges en plus. Avec recharge, vous mettez des charges en plus. Avec la perfection vient de l'entraînement, vous jouez plusieurs fois extatique. Vous avez toujours la possibilité de recharger le pendentif de la reine, mais c'est plus compliqué, ça va demander d'ajouter d'autres cartes à votre deck, et si à un moment donné le pendentif de la reine se retrouve sans charge, et ben toutes ces cartes de recharge ne vous servent plus à rien. Et voilà, on a fait le tour, que je dise pas de bêtises, donc voilà, élusive, insaisissable, on en a parlé, donc bon, allez, je vais faire un petit récapitulatif. Insaisissable, allez disons, ouais je suis globalement content, parce que de nouveau, c'est une carte qui coûte 0 XP, donc vous pouvez commencer votre campagne avec. Vous n'êtes plus obligé de vous dire, en début de campagne, je fiche le camp, et si je veux l'effet d'insaisissable, je fiche le camp par insaisissable pour 2 XP. Et le fait d'aller dans un lieu connexe sans ennemis, ça veut simplement dire que vous n'allez pas laisser absolument tous les ennemis derrière vous. Il faudra de temps en temps en tuer pour laisser des lieux sans ennemis. Le Springfield, ça fait du tir à distance, donc dans des lieux connexes. Dans la plupart des decks, ça restera une arme inintéressante. Maintenant, si un jour je joue une table à 3, c'est envisageable d'avoir le combattant principal qui pourra attaquer n'importe quel ennemi, l'enquêteur principal, et un combattant secondaire qui pourra utiliser le Springfield pour attaquer les ennemis à distance. Je pense par exemple au scénario de l'asile dans Carcosa. Carcosa on se paye un certain nombre d'ennemis, certains sont très pénibles. Dans le scénario de l'asile, il y a je crois que ce sont les aliénés, on les génère dans un lieu couloir de l'asile. Grâce au Springfield version tabou, si vous êtes dans un lieu connexe au couloir de l'asile, vous utilisez le Springfield pour, en un tir, tuer l'aliéné, sans aller dans le lieu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite ? Le viseur télescopique. Toujours dans cette logique de tir à distance, c'est vraiment bien parce que l'arme que vous utilisez, l'arme sur laquelle vous attachez cet événement à 3 XP, elle ne perd plus sa capacité à vous permettre de lutter contre les ennemis engagés avec vous. Si vous avez dépensé 5 XP dans un fusil à éclair, que vous avez dépensé 3 XP dans un viseur télescopique, vous n'avez pas envie d'avoir une arme à 8 XP qui ne marche plus contre certains ennemis. Là, c'est plus le cas. Maintenant, vous avez une arme à 8 XP qui marche toujours contre tous les ennemis de votre lieu et qui marche également contre des ennemis dans d'autres lieux. Voilà, donc pareil, changement satisfaisant. Catastrophe, déçu. Alors, disons que moi j'ai jamais... déçu, c'est décevant mais compréhensible. J'ai pas souvenir d'avoir déjà réussi à utiliser la carte plein de fois dans un deck. Je joue pas très souvent survivant. Catastrophe, je comprends. C'est vrai qu'il y avait la possibilité, pour seulement 3 XP, de jouer la carte encore. D'ailleurs, dans un deck livre à vous-même, vous diminuez le coût de la carte de 2 et c'est pour 0 ressources que vous réussissez votre test.
Donc c'était extrêmement puissant, il y avait des possibilités de récursion, c'était trop fort. C'est logique que ça soit limité. Maintenant, dans un deck qui avait pour objectif d'éventuellement utiliser chaque carte 2 fois, pas plus, c'est décevant. Parce qu'un joueur qui a une copie de catastrophe et qui, en moyenne, utilise sa copie 2 fois par partie, il n'a pas l'impression d'abuser sur le jeu. Mais effectivement, les gens qui arrivaient à faire des gros decks à combo pouvaient utiliser un exemplaire, 5 fois par partie, ou plus éventuellement. Et dans ce cadre-là, c'est compréhensible que ça soit limité, que ça soit retiré de la partie. Pendentif de l'arène, ah oui, je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais je crois que je l'avais dit sur le forum, voilà, j'avais mis ça. Il y a tellement de cartes géniales avec Mandy qui sont modifiées que ça se demandait si chez FFG il devrait pas simplement modifier Mandy, voire carrément l'interdire en disant on a merdé sur cet investigateur, elle est plus jouable. Parce que je reprenne la page, voilà, dans un deck Mandy, Monsieur Rook il s'est quand même pris plus 4 expériences, voilà, je vais y arriver. Monsieur Rook, il est de niveau 0, avant il coûtait 0 expérience, maintenant il en coûte 4. Avant, Insaisissable qui était génial dans un deck solo Mandy, ça coûtait 2 expériences de plus. Avant, le segment d'Onyx s'était passé de 1 à 4 XP. Donc un deck standard Mandy avec 2 copies de Monsieur Rook et les 3 copies de segment d'Onyx s'était passé de 1 d'XP à, que je dise pas de bêtises, 4, 3... à 12 XP. Maintenant le pendentif de l'arène qui sert plus qu'une fois. Pareil, Brelandas c'était très bon avec Mandy, donc on a l'impression que dès qu'une carte est géniale avec Mandy, elle est modifiée. Et de la même façon, comme je le disais pour Catastrophe, c'est vrai que ces cartes-là, si on en abusait dans un deck Mandy, c'était beaucoup trop fort, mais si on l'utilisait correctement, sans plus dans un deck autre que Mandy, c'était pas non plus complètement surpuissant. Donc voilà, l'impression qu'il y a un peu des dégâts collatéraux. Brelandas, encore une fois, un dégât collatéral. Je pense, autre remarque que j'avais faite sur le forum, je sais plus où, voilà, dans un deck Winifred Abamok, oui effectivement, le Brelandas, on pouvait l'utiliser encore, mais c'était l'exception, pas la règle. Donc encore une fois, Brelandas, c'est un peu la victime collatérale du fait que Winifred Abamok est, selon moi, bien, peut donner des résultats complètement dingues avec les bonnes compétences truands. Un moment d'alcalmie, c'est une erreur de conception de la carte. Là pour le coup, je pense que c'est une bonne chose que ça soit retiré de la partie, mais ça aurait été bien quand même d'y penser avant d'imprimer la carte. Et même remarque pour sanctifier, c'est quand même pas normal que FFG ressente le besoin de changer une carte aussi rapidement après sa sortie. Voilà, la vidéo est bien assez longue, je trouve, surtout que, si ça se trouve, les 3/4 des gens qui regardent mes vidéos n'utilisent pas la liste des tabous, mais voilà, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant. Donc je vais m'arrêter là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.